Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier webinaire de la Semaine européenne de réduction des déchets. Vous allez avoir le droit ce midi à une présentation sur le projet E3S, donc l'économie circulaire au service de la ville durable, qui va vous être présenté par trois intervenants, donc Hélène Béraud, Emmanuel Moche et Jean-Michel Torrenti. Voilà, je vous laisse la parole. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on aura un temps à la fin pour pouvoir répondre aux questions. Merci à tous et bonne conférence. Merci Clémence. Donc c'est moi qui commence, Jean-Michel Torrenti, et Emmanuel et Hélène continueront après pour présenter leur sujet de recherche dans le cadre de ce projet. Donc j'ai préparé quelques éléments de contexte. Diapo suivante, voilà. Donc sur le projet qui est autour de ce sujet de recherche, c'est l'écoquartier de La Vallée. Donc La Vallée, c'était un ancien directeur de l'école centrale. L'école centrale, c'est ce qu'on voit en haut à gauche, la photo en noir et blanc. Ça a été construit en 1970 et il y avait les résidences étudiantes, les salles de cours, les amphis et puis les labos. Et donc, l'école centrale est partie à Saclay et du coup, il transforme le quartier en un quartier, diapo suivante, un écoquartier, on voit avec des bâtiments, il y a beaucoup d'immeubles, il y a des commerces, il y a une crèche, un collège, un groupe scolaire et une ferme urbaine. Donc, c'est un quartier assez sympa qui est coincé entre le parc de Sceaux d'un côté et la coulée verte qui va jusqu'à Paris-Montparnasse. Et donc, c'est Eiffage qui est en charge de construire les bâtiments. Et donc, Eiffage s'est rapproché de l'ICIT Futur pour voir quel projet de recherche on pouvait mener sur cet écoquartier. Et donc, c'est la diapo d'après. Donc, E3S, ça veut dire écoquartier sobre, sûr et smart. Et en fait, il y a 8 ateliers dans ce projet. C'est un budget total de 2 millions d'euros qui est financé à part égale entre l'ICIT et Eiffage. Il y a une petite centaine de personnes impliquées, dont à peu près les 2/3 de chercheurs. Donc, évidemment, c'est de la recherche-action, on peut dire, sur un quartier en construction, avec différents sujets, vous voyez, donc sur l'appropriation, pardon, si tu peux revenir, l'appropriation du territoire, le bien-être, la gestion de l'eau, l'atelier 4 dont on va parler un peu plus précisément, l'atelier 5, c'est le chantier dans la ville, il y a les nouveaux services de mobilité, la voirie à fonctionnalité augmentée et les usages décrits et prédits par le numérique. Donc, tous ces sujets, ils sont traités. On ne peut pas, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas trop le temps de tout traiter. Donc, on va vous parler, parce qu'en plus, ça tombait bien par rapport au sujet de la semaine de développement durable, de l'atelier 4, qui est donc traité d'économie circulaire et de matériaux. Donc, diapo suivante. Diapo suivante, Emmanuel, s'il te plaît. Merci. Donc, l'atelier 4, il y a 2 parties. Une partie sur la phase de déconstruction-construction, où on va parler de métabolisme urbain, donc tous les flux de matière pendant cette phase de déconstruction-construction. On va parler de recyclage et aussi un petit peu de carbonatation accélérée des granulats recyclés. Et puis, il y a une partie circuit court, quand la ville sera construite, comment on fait pour l'approvisionner en circuit court, et la partie biodéchets, puisque ça aussi, ça devient quelque chose de maintenant qu'il faut traiter dans toutes les villes, c'est comment on va traiter les biodéchets. Donc là, il y avait des méthodes de quantification des flux, comment mobiliser les acteurs et un état des lieux des bonnes pratiques. Donc, on va développer un petit peu ces 3 parties, et je vais commencer par la partie déconstruction, construction, recyclage. Donc, évidemment, la première partie du chantier, ça a été la déconstruction. Donc là, vous voyez, c'était un amphi de l'école centrale pendant la déconstruction. Et évidemment, ça a généré pas mal de matériaux. Donc, diapo suivante.
ce qui est intéressant, c'est que le chantier communique en fait sur le chantier et le promoteur en fait communiquent sur le recyclage. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a une époque où les gens n'auraient pas voulu qu'on reconstruise en récupérant les matériaux et en les remettant dans les bâtiments. Et maintenant, je pense qu'on a passé ce stade-là et que maintenant, c'est un argument, au contraire, de vente, de dire que on a déconstruit les bâtiments en favorisant le réemploi des matériaux. Donc, que ce soit les bétons concassés, disons que ça, c'est assez standard, mais il y a aussi, ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient récupérer, les poignées de porte, les luminaires, enfin, beaucoup de choses qu'ils ont pu récupérer, même le mobilier dans un amphi, hein, qui a été recyclé. Et donc, enfin, moi, je trouve ça vraiment intéressant que maintenant, ça soit vu positivement, toute cette partie recyclage. La diapo suivante, donc si je reviens au béton, donc il y avait 120 000 tonnes de béton qui ont été concassés sur place et ça fait à peu près 60 000 mètres cubes de granulats recyclés et qui vont être tous réutilisés sur place. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du quartier. Et vous voyez que ça, c'est le titre d'un article que j'ai récupéré dans le Hauts-de-Seine magazine. Donc, c'est un peu la même idée que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était le promoteur qui communiquait sur le recyclage. Là, c'est le département des Hauts-de-Seine et la ville. Parce que vous voyez, en bas, ce qui est écrit, c'est l'aboutissement d'une démarche circulaire initiée par la ville. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un problème de poule et d'œuf. Qui est-ce qui a initié la démarche circulaire, si c'est la ville ou si c'est l'entreprise? Peu importe, à la limite, on voit que la ville se réapproprie aussi la démarche, en fait. Et le département communique sur le cercle vertueux du recyclage, en fait. Donc, il y a vraiment un changement, je trouve, de vision par rapport à la réutilisation des bétons recyclés. Ce n'est plus des déchets, maintenant, c'est vu comme une ressource, vraiment, et c'est vu positivement comme une ressource. Diapo suivante. Donc là, c'est justement un diagramme qui est très bien fait, je trouve, et que j'ai récupéré dans l'article de Hauts-de-Seine magazine. Et on voit les différents stades d'un chantier circulaire. Bon, il y a toute la partie à droite, vous avez toute la partie, enfin, depuis en haut vers la droite, vous avez la partie déconstruction, dans ce que j'ai expliqué. On a enlevé tout ce qu'on pouvait valoriser. Les bétons, ils ont été déconstruits sur cycle, broyés, concassés, donc 120 000 tonnes, 60 000 mètres cubes de granulats, ce qui a permis d'éviter, on voit près de 6 000 camions et on a évidemment sauvé aussi du CO2 en faisant ça. Et donc, on va réutiliser sur site, et c'est là que nous, on va intervenir. Alors, en élaborant un béton avec 30% de granulats recyclés, ça, je dirais que on sait le faire de manière standard, mais on va aussi expérimenter une formulation avec 100% de béton recyclé. Et ça, là, on est au-delà de la normalisation actuelle, et donc là, on est dans une partie beaucoup plus de recherche expérimentale. Donc, nous, on intervient sur la formulation du béton, comment on peut optimiser ça, de manière, à, par exemple, à ne pas mettre trop de ciment dans le béton et de ne pas augmenter le poids carbone du béton. Diapo suivante. On fait également un test de recarbonatation. Donc ça, c'est un petit peu plus expérimental. Quand on fabrique du ciment, en fait, on émet beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. C'est à peu près 800 kg de CO2 par tonne de ciment pur. Et ce CO2, à très long terme, il peut se refixer au béton. C'est ce qu'on appelle la carbonatation. Là, dans ce cas-là, on essaye de le faire plus rapidement. Donc, on met dans ce conteneur qu'on voit ici, qui est chez Clamins, qui est un recycleur qui est en région parisienne. Donc, dans ce conteneur, on met des granulats recyclés. Chez Clamins, ils ont du CO2 parce qu'ils font déjà réagir le CO2 avec les eaux de lavage pour faire précipiter les carbonates. Et donc, on met du CO2 dedans de manière à recarbonater ces granulats. Donc, on vient récupérer une partie du CO2 qu'on a émis lors de la fabrication du ciment.
Ça permet de stocker du CO2, d'améliorer les granulats, notamment comme on forme des carbonates dans la porosité, on ferme cette porosité et ça permet d'abaisser l'absorption d'eau des granulats et in fine d'économiser du ciment dans la formule refaite avec ces matériaux. Donc là, on est vraiment dans la recherche. On a un projet national qui s'appelle FastCarb là-dessus. Et là, c'est vraiment très expérimental et on ne va pas construire un bâtiment entier dans l'écoquartier avec ça. On va juste tester leurs matériaux et regarder si on peut faire un objet un peu symbolique sur le chantier. Voilà très rapidement une vue d'ensemble de ce que l'on fait sur le recyclage des bétons et sur le contexte du chantier. Et donc maintenant, je passe la parole à Emmanuel qui va vous parler du métabolisme. Merci Jean-Michel. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Ok, très bien. Donc voilà, moi, je vais vous parler du métabolisme urbain. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le concept de métabolisme, l'idée du métabolisme, c'est qu'on considère un territoire comme un être vivant, c'est-à-dire qu'il va consommer des ressources, ça peut être de l'eau, de l'énergie, des matériaux, en les utiliser donc pour sa vie, pour sa croissance, en stocker certains, et de l'autre côté, émettre un certain nombre de déchets qui peuvent être des eaux usées, du CO2 ou d'autres déchets, comme les déchets de construction dont on va parler tout de suite. Alors, nous, les travaux que l'on a fait à l'échelle de l'écoquartier La Vallée dans le projet E3S, c'est de faire donc ce métabolisme urbain à l'échelle du chantier. Donc, ce sont des travaux qui ont été faits par Florence Minguenot, avec moi et sous la direction de Corinne Blancard. Donc, en premier lieu, on va regarder quel est le stock de matériaux existants, qu'est-ce qu'il y a sur place. Et alors ça, ce n'est pas une grande surprise. Hein, ce qu'il y a sur place, c'est surtout principalement du béton. C'est vraiment ce qui va constituer en grosse majorité les bâtiments en Île-de-France et notamment les bâtiments, surtout les bâtiments récents. Ensuite, donc on prend ce stock existant, hein, que je mets là sur la partie gauche du graphique, et on va tester différents scénarios de construction. On utilise donc des méthodes constructives différentes et regarder qu'est-ce que ça demanderait en termes de quantité de matière. Donc là, pour résumer, on a pris 3 grands types de scénarios. Donc le premier scénario, scénario A, c'est le scénario classique, si on construit comme on construit toujours en utilisant principalement du béton. Le scénario B, c'est un scénario mixte béton, bois et terre crue. Il manque une petite partie. Et le dernier scénario, c'est un scénario mixte également, béton et terre crue. Alors, donc, en testant ces différents scénarios de construction, on se rend compte avant tout que, en général, pour la plupart des scénarios, la quantité de matière pour le futur projet est supérieure à la quantité de matière qui existe déjà sur place. Et on se rend compte aussi qu'on n'a pas les mêmes volumes de matière selon les scénarios. Alors donc là, on pourrait se dire, le scénario mixte béton, bois, terre crue est a priori plus intéressant, il y a moins de consommation de ressources. Après, il faut quand même préciser qu'il y a aussi le fait que là, on regarde les tonnes de matériaux. Si on regarde par volume, ça rééquilibre un petit peu les différents scénarios. Donc, dans un cadre où on n'aurait pas du tout d'économie circulaire, on va dire, il faudrait évacuer tous les matériaux existants. Et donc, ça constituerait autant de déchets qu'on pourrait aller mettre en stockage ou en remblai de carrière, etc. Et il faudrait aussi également importer tous les matériaux nécessaires à la construction, quel que soit le scénario qu'on choisit. Alors bien sûr, vous le savez déjà vu la présentation de Jean-Michel, mais nous, le but sur ce projet, c'est d'essayer aussi de recycler le maximum sur place et donc d'éviter autant de déplacements de matériaux qui vont être ni évacués en tant que déchets, ni importés en tant que matière première.
Et donc, à partir de là, on complète cette analyse de métabolisme avec une analyse logistique, un petit peu la particularité de ce qu'on fait dans notre équipe. Et on va regarder notamment les émissions de CO2 dues au transport. Alors là, je le reprécise, on est vraiment sur les émissions de CO2 qui sont purement sur la partie transport et pas sur l'ensemble du cycle de vie des matériaux. Donc en regardant les émissions de CO2 dues au transport, on se rend compte de plusieurs choses. Déjà, on se rend compte que le scénario B, qui semble être plus intéressant parce qu'il consommait moins de matière, reste intéressant, mais il est un petit peu mitigé par le fait que notamment le bois vient d'assez loin et que donc le transport de ces matériaux va quand même émettre plus de CO2 parce que plus de kilomètres parcourus. Par contre, le scénario C, qui a une composante plus importante de terre crue, est un scénario assez intéressant dans ce contexte-là, parce qu'on peut avoir de la terre crue qui vient d'assez proche. Voilà, notamment, on travaille aussi sur un autre projet qui est le projet Cycle Terre, qui est à Sevran, donc en Île-de-France. Il y a des gisements de terre crue vraiment proches des chantiers. Et surtout, ce dont on se rend compte, c'est qu'un des paramètres les plus intéressants en termes d'émissions logistiques, ça va surtout être le recyclage sur place. De toute façon, le transport évité, c'est toujours la meilleure solution si on veut faire des gains de CO2 sur le transport. Et donc, quel que soit le scénario, on voit que si on augmente le taux de recyclage de granulats sur place, on a des forts gains, on a des très forts gains en émissions de CO2, et en particulier sur le scénario A, qui serait un scénario béton et qui reste le scénario majoritaire dans la plupart des constructions. Le fait de pouvoir recycler les granulats sur place, ça permet vraiment des gains importants sur les transports. Voilà, alors, je change de sujet assez radicalement, parce que là, on va passer à la deuxième partie de notre atelier 4, économie circulaire, et on va parler des flux organiques. Donc, on ferme la partie chantier et on passe sur la partie circuit court alimentaire et biodéchets. Donc, dans notre équipe, on a également travaillé sur cette partie-là, sur la partie circuit court alimentaire. Et donc, alors juste pour préciser, qu'est-ce que c'est un circuit court, hein, l'idée, c'est d'avoir au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur des denrées concernées, donc dans ce cas-là, des aliments. Alors, la première partie de notre travail, ça a été de faire une estimation de la demande potentielle alimentaire de l'écoquartier. Alors, je précise aussi que c'est un travail qui a été fait par Augustine Dubois et Héloïse Rateau sous la direction de Corinne Blancard et Gwenaëlle Raton. Donc, sur la demande potentielle, sur cet écoquartier-là, en regardant les habitants qu'il va y avoir, les différentes activités qui seront présentes sur place, on voit que comme c'est un quartier qui est quand même principalement résidentiel, que la plus grande part de la demande va venir des particuliers. On a près de 64 tonnes par semaine d'aliments qui vont servir à nourrir les particuliers chez eux, suivis par les restaurants scolaires, mais d'assez loin. Ce qu'on regarde aussi, c'est quel type d'aliment il peut être intéressant d'inclure dans des circuits courts. Alors, pas seulement intéressant, mais aussi le plus probable, ce qui se fait le plus souvent en circuit court. Et donc, on a particulièrement sélectionné les produits laitiers, les fruits et légumes et les viandes, poissons et œufs. Les produits céréaliers sont quand même moins courants en circuit court, hein, ça existe aussi, mais en général, ça passe plutôt par les circuits traditionnels de transformation pour faire notamment le pain qu'on va acheter à la boulangerie. Et les boissons également sont quand même moins courantes en circuit court, surtout qu'il y a une grande partie de ces boissons qui vont être des boissons qui ne sont pas du tout produites dans notre région. Pour faire ce travail, ensuite, d'estimation de différents schémas de circuit court, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Logicoo, qui est une interface en ligne qui est ouverte à tous, que vous pouvez aller voir et tester, et qui a été développé par le CEREMA, l'Université Gustave Eiffel, qui donc permet de tester différents scénarios de circuit court et de calculer le coût et également les émissions de différents scénarios de livraison en circuit court.
Donc, on a testé 3 scénarios de livraison pour l'écoquartier. Le scénario 1, où c'est un collectif de producteurs qui va s'organiser pour avoir une livraison mutualisée, où chaque producteur, à tour de rôle, va faire une tournée des producteurs, puis aller livrer l'écoquartier. Le scénario 2 propose une livraison où c'est un prestataire extérieur, donc vraiment un logisticien, qui va prendre en charge la livraison. Et le scénario 3, c'est les livraisons par les producteurs en trace directe. Donc, c'est vraiment chaque producteur qui va livrer sa production et qui va livrer donc tout ce qui est pour les ménages dans un tiers-lieu et ensuite faire une tournée auprès des consommateurs professionnels, restaurants et restaurants d'entreprise et restaurants scolaires. Alors bon, si c'était juste ça, ce serait trop simple. Je ne rentre pas dans les détails, mais on a ensuite fait toute une quantité de sous-scénarios en faisant varier les quantités, la norme du véhicule, la variation du distance, le type de véhicule, l'implication des consommateurs, la fréquence, etc. Ça donne énormément de tableaux à comparer. Et donc, sur les résultats, on a eu des résultats assez surprenants qui ne sont pas forcément ce à quoi on s'attendait. Le scénario le plus efficace était le scénario 3, en trace directe, donc chaque producteur fait sa livraison, qui était plus efficace que le scénario 2, avec une livraison par un prestataire. Et le moins efficace, c'était le collectif producteur et livraison mutualisée. Alors je dis surprenant parce qu'en général, on se dit plutôt que c'est la mutualisation qui est la plus efficace, à la fois en termes de coûts et en termes environnementaux. Mais ce qui est intéressant avec cette recherche, c'est qu'on s'est rendu compte que ça dépend beaucoup de où sont implantés les producteurs. Si les producteurs sont relativement proches du lieu final de livraison, mais assez éloignés les uns des autres, et bien dans ce cas-là, on perd l'avantage de faire une mutualisation parce qu'il y a trop de kilomètres parcourus entre chaque producteur. Voilà, donc je passe la parole à Hélène. Merci Emmanuel. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Parfait, merci. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le dernier axe de travail de cet atelier économie circulaire, donc, qui a porté sur la gestion des biodéchets. Et donc, c'est un travail qui a été mené qui a été réalisé par des étudiants, donc par des étudiants de 2 promotions, étudiants du Master 1, de la première année du Master Génie urbain, et de la 2e année de ce master dans le parcours développement urbain durable. Ce travail a été par ailleurs complété par l'un des étudiants de ces 2 promotions, Anthony Vasconcelos, dans le cadre d'un stage. Donc, quel était le... Alors, Emmanuel, diapo suivante, s'il te plaît. Alors, l'objectif de ce travail était donc d'identifier en phase conception des pistes d'action pour une gestion locale des biodéchets. Alors, en phase conception, ça m'a semblé important de le préciser, parce que ça a constitué l'une des difficultés de ce travail, comme pour les circuits courts, c'est-à-dire qu'il fallait réussir à définir des pistes d'action adaptées au contexte de l'écoquartier. Mais donc, on est actuellement, enfin, lorsque le projet a commencé, on était en phase conception, là, donc la construction a commencé, donc on est en conception-réalisation, mais donc on n'a aucune possibilité de pouvoir interroger les habitants du quartier, de pouvoir les questionner sur leurs pratiques, sur leurs usages, sur leur production de biodéchets et d'avoir un retour sur les pistes d'action. Donc ça a constitué une difficulté, mais ça représentait aussi un intérêt pour les étudiants mobilisés dans le cadre de cet atelier, parce que ce sont des étudiants qui sont destinés à travailler dans les métiers de fabrication de la ville et donc peut-être travailler chez des aménageurs, chez des promoteurs, et qu'ils se rendent compte que même en phase conception, les enjeux environnementaux doivent être pris en compte, et notamment les questions de déchets. C'est des choses parfois qu'on oublie, et donc pris en compte notamment sur les questions de dimensionnement des espaces publics, dimensionnement des locaux techniques, qui sont nécessaires pour collecter et traiter ces biodéchets, en tout cas pour que le service public puisse réaliser sa compétence en matière de collecte et traitement des déchets.
Donc, phase conception, c'était le premier élément sur lequel je voulais insister. Et deuxièmement, donc, les biodéchets. Pourquoi on a choisi de proposer un sujet à EFAGE sur les biodéchets? Alors, les biodéchets, vous connaissez probablement tous, ce sont l'ensemble des déchets qui sont biodégradables, qui se décomposent. Ce sont les restes alimentaires, les déchets de cuisine, ce sont les déchets verts, ce sont également les textiles sanitaires, mais que là, on a exclu de notre cadre d'études. Ces biodéchets, actuellement, ils sont dans leur grande majorité collectés et traités avec les ordures ménagères résiduelles. C'est-à-dire que ce n'est pas un déchet que l'on trie sur la plupart des territoires. Néanmoins, il existe deux types de traitements, mais beaucoup plus ponctuels et de dispositifs plutôt de gestion. D'une part, peut-être que certains d'entre vous trient déjà leurs biodéchets dans le cadre, vous avez peut-être un lombricomposteur chez vous ou un composteur dans votre jardin, ou vous faites partie d'une association qui gère un composteur de quartier. Mais ça, ce sont des dispositifs vraiment très ponctuels avec aucune obligation de la part de la collectivité de le mettre en place. Et deuxième cas possible, c'est que ces biodéchets peuvent, sur certains territoires, certaines collectivités, ont mis en place de manière expérimentale, depuis plus ou moins longtemps, une collecte séparée des biodéchets. Mais ces deux dernières typologies de gestion sont encore très peu développées. Cependant, c'est en train de changer. C'est en train de changer pourquoi? D'une part parce que les biodéchets sont des matières très facilement valorisables, avec en plus une forte teneur en éléments biogènes, azote, phosphore, potassium, qui dans une réflexion de métabolisme urbain, de métabolisme circulaire, qui ont une forte valeur ajoutée pour un amendement agricole, pour retourner à la terre afin d'amender les terres agricoles. Deuxième élément, donc ce sont des matières qu'il faudrait valoriser davantage. Deuxième élément, et un élément important, un élément réglementaire, c'est qu'à échéance 2024, donc dans très peu de temps, l'ensemble des acteurs en charge de la collecte et du traitement des déchets vont avoir l'obligation de mettre en place un tri à la source pour tous les producteurs de biodéchets. Donc, c'est-à-dire que toutes les collectivités vont devoir proposer un tri à la source des biodéchets pour l'ensemble des ménages. Diapo suivante, Emmanuel. Merci. Donc, ça veut dire que la question des biodéchets apparaît comme un sujet réellement d'actualité. Cependant, dans le cadre de notre projet, on n'a pas voulu simplement questionner la faisabilité d'une collecte sélective des biodéchets, mais également essayer d'aller plus loin et de réfléchir d'une part à une gestion qu'on appelle composite, c'est-à-dire que pas seulement organisée sous la forme d'un grand réseau technique, d'une collecte universelle des biodéchets qui desservirait une installation de traitement industriel, mais également de se dire comment on fait pour proposer des dispositifs de collecte et de traitement centralisés, mais de les accompagner par des dispositifs de gestion plus localisés qui intégreraient la population, qui intégreraient des producteurs industriels. Donc, comment on met en place une gestion composite de gestion des biodéchets? Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, et ce qui fait la particularité de ce travail, c'est aussi de se dire comment on essaie que ces biodéchets retournent à la terre, c'est-à-dire comment on essaie de créer du lien entre ce territoire producteur de biodéchets et des territoires agricoles qui pourraient en retour donc recevoir les biodéchets et en retour alimenter les coquartiers en denrées agricoles et en ce sens remettre en circularité les flux de matières organiques. Diapo suivante, merci. Donc, les étudiants, pour répondre à ce défi, ont travaillé donc, sur deux axes de questions, c'est-à-dire, premièrement, une quantification du gisement. Une quantification, voilà, quel est le gisement potentiel qui sera produit sur ce territoire? Et enfin, quelles sont les solutions pertinentes et adaptées de gestion pour ce gisement futur? Diapo suivante. Merci. Alors, les premiers résultats, donc pour la première question que nous nous sommes posée sur la quantification, donc là, la première étape était de définir précisément les futurs producteurs
de déchets, de biodéchets sur le territoire de la ZAC. Donc pour cela, on s'est appuyé, enfin les étudiants se sont appuyés sur la programmation, ont mené des entretiens avec l'aménageur, avec les futurs occupants de la ZAC pour avoir des éléments un peu plus précis que le nombre de logements, mais savoir combien de logements avec un jardin, combien de logements avec un balcon, quelle était l'estimation du nombre d'employés qui mangeraient au restaurant d'entreprise, etc. Donc avoir une connaissance fine des producteurs potentiels de biodéchets. Une fois qu'on a eu cette connaissance fine des producteurs, c'était de s'appuyer sur la littérature scientifique, de décortiquer cette littérature qui existait, scientifique ou à visée plus opérationnelle, et d'en extraire des indicateurs de production de biodéchets. Et donc de croiser ces producteurs potentiels avec ces indicateurs de production. Et ça a permis de faire une estimation d'une production totale de biodéchets de l'ordre de 390 tonnes par an. Alors, évidemment, cette production totale est soumise à un certain nombre de questionnements. Il y a un certain nombre de limites liées à l'incertitude concernant les producteurs potentiels et à l'utilisation de ratios théoriques qui, comme vous pouvez l'observer, sont relativement anciens. Et donc, depuis un peu moins d'une dizaine d'années, mais depuis 10 ans, les pratiques en termes de gestion des biodéchets, notamment de lutte contre le gaspillage alimentaire, ont beaucoup changé. Donc, c'est première limite, mais voilà, c'est quand même un ordre de grandeur de cette production des biodéchets. Diapo suivante. Merci. Et donc, une fois que cet ordre de grandeur de la production de biodéchets a été estimé, il s'agissait de se questionner sur les pistes d'action. Alors, premier élément qui a été fait sur la question de la gestion composite, des entretiens ont été menés donc, avec les acteurs du territoire de la gestion des déchets, donc les acteurs du territoire de Châtenay-Malabry, mais également, donc à l'échelle du territoire de Châtenay-Malabry, mais également un benchmark a été réalisé pour identifier donc, 7 territoires, 7 collectivités qui paraissaient plus intéressantes à rencontrer, à questionner sur leur gestion des biodéchets. Ce sont des territoires qui avaient déjà mis en place une gestion composite telle que nous, on l'imaginait, pouvoir être mis en place sur le territoire de Châtenay. Donc, des entretiens ont été réalisés cet été et cet automne par Anthony Vasconcelos, permettant en fait de voir ce qui se faisait. Et ce qui ressort de ces entretiens, c'est que d'une part, la collecte en porte-à-porte apparaît peu rentable, qu'il faut privilégier une collecte en point d'apport volontaire. Donc, je vous ai mis là, vous avez une photo d'un point d'apport volontaire qui a été mis en place sur le territoire du SMIC-Val, c'est au nord de Bordeaux. Qu'il y a différents types des points d'apport volontaire de nature très diverses, c'est ce qu'on retrouve également dans les études de l'ADEME, et que surtout, c'est que tous les territoires enquêtés, même ceux qui ont mis en place cette collecte séparée des biodéchets, privilégient aussi le développement de composteurs individuels, de composteurs de quartier, donc vraiment privilégient cette gestion composite des biodéchets. Donc ça, c'est un premier résultat en soi, c'est que au fond, c'est peut-être qu'il faudrait mettre en place sur le territoire de Châtenay. Et sur la partie retour des biodéchets sur les terres agricoles, donc là, les résultats sont un peu plus nuancés et ont été un peu plus compliqués. D'une part, les étudiants n'ont pas réussi à trouver des expériences de valorisation des biodéchets urbains par des agriculteurs, soit en récupérant directement les biodéchets, soit en récupérant du compost déjà fait. Donc, ils en ont trouvé quelques-unes, mais très ponctuelles, pas vraiment portées par les acteurs publics, enfin voilà, donc une certaine peu d'expérience de ce type. Et pour l'expliquer cela, donc ils ont enquêté auprès d'agriculteurs, auprès de représentants des agriculteurs, chambres d'agriculture, syndicats de jeunes agriculteurs, chercheurs, et ce qui ressort et ce qui paraissait quand même évident, mais c'est qu'il y a une certaine réticence de la part des agriculteurs à réutiliser des déchets urbains, des biodéchets urbains, toujours avec cette image de la ville comme pollueuse, de ne pas maîtriser au fond l'origine de ces biodéchets, des réticences sur la question de la normalisation de ce compost qui pourrait être produit par des producteurs urbains, et des questions aussi relatives aux quantités produites. Néanmoins, diapo suivante, en conclusion, on pense vraiment que c'est l'une des manières de
de contribuer à la transition écologique des villes, de travailler justement sur ce bouclage des flux de matière et notamment des flux de matière organique. Et l'une des pistes sur lesquelles voilà, on discute avec Emmanuel, mais une des pistes de rendre ce bouclage des flux de matière facile, c'est de combiner les travaux sur les biodéchets et les travaux sur les circuits courts en essayant de voir comment on peut rendre intéressant pour des producteurs de denrées alimentaires de récupérer les biodéchets, de mettre en place des partenariats comme ça se fait sur d'autres sujets comme l'eau, sur l'énergie, des partenariats entre des territoires urbains et des territoires périurbains dans le cadre soit de contrats de réciprocité, soit de partenariats un peu moins formalisés, d'essayer de mettre en place ce type de partenariat entre territoires agricoles et territoires urbains et d'échange de denrées alimentaires et de biodéchets. Et enfin, dernier élément de conclusion, donc, sur les solutions composites, c'est vraiment ce type de solution qui peut être intéressant à mettre en place sur le quartier de Châtenay-Malabry, en tout cas ce qui ressort des entretiens et du travail effectué par les équipes. Merci. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation très intéressante, effectivement, de l'économie circulaire au service de la ville durable. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas, puisqu'on a encore un peu de temps. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Et du coup, ce qui est intéressant aussi dans votre projet, c'est qu'on mêle les étudiants et les chercheurs. Ce n'est pas que des chercheurs ou FH qui travaillent sur ce projet. Vous avez aussi intégré du coup les étudiants. Oui, c'était vraiment, en tout cas, une volonté aussi de les faire participer à un projet de recherche, de leur montrer qu'on peut, eux, dans le cadre de leur année universitaire, dans le cadre d'ateliers, ils peuvent aussi produire de la donnée, et de la donnée qui peut servir d'un point de vue opérationnel, donc à FH, mais aussi qui peut contribuer à la recherche sur ces questions de bouclage des flux organiques. Et donc, c'est leur montrer qu'ils peuvent produire de la donnée, et également, c'est les former aux techniques d'enquête, aux entretiens, aux observations de terrain. Et voilà, et leur donner peut-être aussi envie de faire de la recherche par la suite. Ok, parfait. Alors, pas du tout de questions, c'est que tout a été clair, tout a été compris. Ah non. Alors, Marianne qui dit que c'est très intéressant, donc le retour à la terre des produits de la terre. Et donc, elle demande si vous connaissez Ezenia sur Lyon. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Non, moi, oui, j'imagine que c'est pour les biodéchets. Oui, non, je ne connais pas. Marianne, si tu veux en dire davantage. Oui, de vive voix. Je connais cette association de loin, mais j'avais assisté à une petite présentation de leurs travaux et ils ont essayé de mener un travail de récolte des déchets des marchés urbains et de fournir les biodéchets des marchés aux agriculteurs autour de Lyon. Donc j'avais trouvé ça vraiment très intéressant, cette circulation des biodéchets, ces trajets circulaires. Et j'avais une autre question qui était, justement, il y a eu une présentation cette semaine dans le cadre, c'est JRDF, je crois, qui souhaite de récolter des biodéchets pour en faire du gaz, du biogaz. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bonne question. Disons que c'est un objectif qui est différent. C'est-à-dire que ça permet effectivement de produire de l'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables. Donc, ça a un intérêt. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que en même temps, les biodéchets, donc, ce sont c'est-à-dire qu'il peut y avoir une certaine concurrence sur l'utilisation de ces biodéchets. C'est-à-dire qu'en même temps, ces biodéchets, ce sont des substances biogènes qui sont extrêmement
voilà, importante pour la mise en culture, qu'aujourd'hui on a une pression très forte sur les engrais, sur les engrais chimiques, sur la fabrication des engrais chimiques, avec par exemple un épuisement de la ressource en phosphore, la fabrication même des engrais chimiques qui sont assez impactants d'un point de vue environnemental. Et donc, l'enjeu autour de la réutilisation de ces biodéchets comme intrants voilà, agricoles et enfin, voilà, moi j'aurais tendance à plutôt privilégier en tout cas une utilisation de ces biodéchets de préférence vers des engrais, vers de l'engrais agricole, justement face à voilà, à l'impact lié à la production d'engrais chimiques. Et Hélène, c'est contradictoire ça? Parce que on peut imaginer de faire du méthane et après, ensuite, ce qui reste, le mettre dans les champs aussi, non? Oui, tout à fait, oui, le digestat. Après, alors là, il y a des études agronomiques qui sont menées, c'est-à-dire le digestat et le compost n'ont pas les mêmes vertus et n'ont pas les mêmes utilisations d'un point de vue agronomique, ne sont pas utilisés pour les mêmes types de valorisation. Mais c'est vrai que les installations de méthanisation, lorsque une collectivité fait le choix d'investir dans des installations de méthanisation, ce sont des installations relativement onéreuses et donc voilà, l'investissement va nécessiter quand même qu'il y ait des gros volumes. Et donc ça va faire une concurrence quand même importante sur des installations de compostage peut-être plus décentralisées. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir proposer voilà, une solution un peu composite avec différents types de solutions de traitement qui faoriserait effectivement peut-être la production de biogaz pour certains types de biodéchets peut-être plus difficilement valorisables en compost, sous la forme de compostage et puis derrière en compost, et puis des solutions de valorisation sous la forme de compostage pour des déchets alimentaires. Voilà. Et puis privilégier peut-être des solutions de gestion de composite. Oui, c'était le discours de GRDF. Hein. Ils ont bien sûr évoqué aussi les composts et effectivement ce que disait Jean-Michel sur la méthanisation. Il n'y a pas que le biogaz, il y a aussi la possibilité de l'utiliser en engrais. Et effectivement, enfin, c'était intéressant de poser cette question et d'avoir ton avis, Hélène. J'ai une autre question donc, de Laura Astier qui demande donc, est-ce qu'EFH s'est positionné sur le scénario constructif avec de la terre crue proposé suite à l'analyse de métabolisme urbain? Alors, positionnés à ce stade, pas encore. En tout cas, ils étaient intéressés par la question. Pour l'instant, on leur a juste fait une première présentation des résultats globaux. Et c'est vrai que pour le moment, leur priorité, c'est quand même plutôt d'actionner le levier recyclage, qui, comme on l'a vu, mais ils ont manifesté leur intérêt sur le fait qu'on puisse continuer à travailler et justement affiner un peu différents scénarios constructifs, dont des scénarios de construction mixte. Voilà, parce que nous, on a utilisé vraiment le bois en tant que matériaux de construction, mais de réfléchir aussi sur, en dehors de choses assez structurelles, d'utilisation aussi d'isolants biosourcés ou géosourcés, et donc d'utilisation aussi de pour qu'on affine ces scénarios constructifs. Merci Emmanuel. Une question également donc, de Claire Garot. Donc, les retours mitigés des agriculteurs concernant la réutilisation du compost, concerne-t-il des agriculteurs en agriculture conventionnelle ou en bio et ou circuit court?
Et donc, elle précise qu'elle imagine que la perception pourrait être différente. Oui, ça fait. Alors, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail des résultats de l'enquête menée par les étudiants, mais effectivement, c'est l'une des limites, en tout cas des pistes qu'il aurait fallu qu'on creuse davantage, c'est-à-dire que le retour qu'ils ont eu, c'est un retour d'agriculteurs conventionnels, c'est le retour de la Chambre d'agriculture et c'est le retour d'un syndicat d'agriculteurs plutôt conventionnel. C'est la Fédération des jeunes agriculteurs. Donc, et il manque vraiment ce côté agriculture, plutôt en agriculture biologique, en circuit court, qu'on n'a pas, enfin voilà, les étudiants n'ont pas réussi à obtenir des rendez-vous avec ces agriculteurs, mais je suis assez d'accord avec vous que probablement, peut-être, la perception serait différente et que enfin, voilà, ça fait partie des pistes à creuser pour voilà, continuer en fait de questionner cette possibilité et de voir dans quelle mesure cette possibilité de bouclage des flux de matière à l'échelle locale, des flux de matière organique à l'échelle locale est possible à mener. Ah, encore une question pour toi, Hélène, donc une question de Jacques Carveillan, donc, qui dit donc, à terme, si le mouvement prend de l'ampleur, quelle pourrait être l'échelle territoriale et la quantité d'implantation de méthaniseurs par département, par région? Alors là, je ne vais pas vous dire de bêtises là-dessus. De toute façon, le mouvement va prendre de l'ampleur, ça c'est certain, parce qu'il va y avoir donc cette obligation à échéance très, très courte de tri à la source des biodéchets. Donc les collectivités réfléchissent dès à présent, et c'est pour ça que notre proposition de travailler sur les biodéchets a tout de suite intéressé Eiffage et la ville de Châtenay, même si elles ont pas, même si ces acteurs n'ont pas la compétence collecte et traitement des déchets. Donc oui, le mouvement va prendre de l'ampleur. Après, sur l'échelle d'implantation des méthaniseurs, je ne saurais pas trop vous répondre, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je pense que néanmoins, je pense que ça serait une échelle quand même infradépartementale. Parce que le volume de déchets est assez conséquent. Il faut se dire que c'est de l'ordre de 25, autour de 25% des ordures ménagères produites par 25% des ordures ménagères résiduelles qui correspondent aux biodéchets, donc ce qui peut faire des volumes extrêmement importants. Donc c'est quasiment chaque syndicat de traitement qui se pose la question d'un exutoire pour ces biodéchets. Alors que ce soit un méthaniseur, que ce soit une plateforme de compostage industriel, que ce soit des solutions industrielles couplées avec du compostage individuel, du compostage de quartier. Mais dans les cas que nous avons enquêtés, enfin quand Tony Vasconcelos a enquêté, c'était essentiellement les solutions de traitement industriel étaient essentiellement des plateformes de compostage. Voilà, la méthanisation a plus de mal à s'implanter, en tout cas sur des retours qu'on a sur le terrain, parce que plus difficile enfin, c'est une solution technique plus industrielle. Mais on va probablement y venir du fait de l'obligation à traiter ces biodéchets. Et puis la méthanisation permet aussi de valoriser une quantité et une diversité de biodéchets plus importante. Merci Hélène. Alors je ne sais pas si on a d'autres questions. Juste pour compléter ce que tu dis par rapport à ce que l'on fait à l'université Gustave Eiffel, sur le campus de Nantes, ils ont un compost et du coup, en fait, donc toutes les épluchures et tous les restes de restauration, donc bien sûr qui vont dans le compost, vont dans le compost. Donc du coup, ils trient en fait tous leurs biodéchets. Au niveau du bâtiment Bienvenue, les biodéchets sont envoyés en méthanisation. Donc, ils sont envoyés un peu trop loin. Donc, l'objectif, ce serait de trouver un méthaniseur un peu plus proche pour limiter les émissions de gaz à effet de serre du transport. Et enfin, voilà, il y a cette réflexion, en tout cas, qui est en cours au niveau de l'université.
il va falloir bientôt qu'on échange également avec les Crous pour qu'ils prennent en compte ça assez rapidement. Alors, Marianne, donc, qui évoque sa crainte, donc, construction de plateformes de tri de biodéchets, plus biométhanisation, vs question de l'artificialisation des sols, plus beaucoup de technologies pour des biodéchets, plus aussi la durée des transports. Alors, la plateforme, oui. Alors, c'est-à-dire que les plateformes de tri de biodéchets, a priori, quand même, le tri se ferait, ça serait un tri à la source des biodéchets. Donc bon, après, c'est vrai que suivant la qualité de ces biodéchets, oui, des fois, il y a une nécessité, avant de les envoyer en compostage ou en méthanisation, de les retrier. Comme ça se voit quand même, notamment ce que montrent les retours d'expérience à l'échelle européenne, que la qualité, souvent, sur oui. Après, effectivement, les biodéchets sont des déchets quand même facilement valorisables localement avec des dispositifs de gestion décentralisés. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que vraiment ce qu'on a voulu, le message qu'on a voulu aussi faire passer aux étudiants, c'est d'essayer d'avoir des dispositifs de gestion qui soient aussi simples, faciles à mettre en place localement. Et, je ne sais pas si vous voulez compléter, j'ai vu que... Oui, j'ai été impressionnée dans la présentation de GRDF des dimensions des bâtiments de tri, et en plus un autre bâtiment pour faire de la méthanisation. Voilà. Dans un contexte où on parle beaucoup d'artificialisation des sols, pourquoi construire des bâtiments, on pense à Amazon, on pense à Decathlon ou d'autres sujets multiples. Voilà, voilà, je arrêter de souligner cette crainte, surtout du fait que ces biodéchets viennent de la terre, cette vision de circulation de la terre, on crée, la terre retourne à la terre, et besoin de ces bâtiments et de cette technologie pour traiter des choses qui viennent de la terre, ça me semble pas très compatible. Voilà, c'est ma crainte. Mais en effet, il y aura probablement, vu l'obligation en 2022, beaucoup de biodéchets qui seront créés. Donc, voilà, c'est un choix finalement, de choix comment on traite ces biodéchets. Et c'est plus intéressant de faire un truc local, circulaire avec les agriculteurs, en espérant que les craintes pourront être dépassées. Mais c'est une question passionnante en tout cas. Merci à vous. J'ai une question d'Hélène Tardy donc sur la réutilisation des matériaux. Est-ce qu'on peut espérer que cette réutilisation des matériaux au niveau des bâtiments se généralise? Il semble que les économies en matériaux et en CO2 soient vraiment intéressantes. Alors oui, ça se généralise maintenant. Quand on détruit un bâtiment, on trie tout ce qui est récupérable. Et aussi, on essaye de trier les matériaux, c'est-à-dire que si vous détruisez un bâtiment, on ne détruit pas tout d'un coup. Par exemple, s'il y a du plâtre qui est mis sur du béton, il faut enlever le plâtre à part. Donc, il y a tout un process de tri des matériaux pour qu'on puisse les réutiliser. Mais ça se fait de mieux en mieux. Les objectifs, c'est de recycler à peu près 70%. Et sur les bétons, c'est très facile, après, comme j'ai montré, de recycler. Parce qu'en vérité, si aujourd'hui on voulait tout faire avec 100% de béton recyclé, on n'aurait pas assez de béton recyclé. Donc en fait, ce qu'on produit en béton recyclé, c'est très facile de le recycler. En région parisienne, comme les granulats ils valent cher parce qu'ils viennent d'assez loin, c'est aussi intéressant de recycler. Alors après, il y a la question qui est posée du CO2. Là, c'est un peu plus délicat. C'est sûr qu'à Châtenay-Malabry, on déconstruit sur place, on recycle sur place. Donc là, on est dans les conditions optimales. On ne balade pas les matériaux. Donc c'est ce qu'a montré Emmanuel. Donc là, évidemment, on y gagne beaucoup. Si vous êtes dans un endroit, par exemple en plein Paris, vous détruisez un immeuble, ce n'est pas facile de faire un stock de granulats sur place, parce qu'évidemment, il n'y a pas la place. Donc on est obligé de les amener chez un recycleur. Et si après on veut les réutiliser, on est obligé de les réamener. Ça, plus le fait qu'on peut-être on remet un peu plus de ciment,
il faut regarder le CO2. Bon, mais à Châtenay, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est clair qu'on y gagne. Mais dans tous les cas, ce n'est pas évident au niveau du CO2 sur le recyclage. Mais disons que si on disait que, par exemple, on met 10% de granulats recyclés dans tous les bétons, ça se ferait sans aucun problème. Et ça, techniquement, ça pose zéro problème. Économiquement, ça serait intéressant, au moins en région parisienne. Sur d'autres régions, c'est un peu plus délicat. Et en tout cas, ça économiserait des matériaux. Après, le CO2, comme j'ai expliqué, c'est plus ou moins selon les cas, ça peut se discuter. Voilà. Et je peux compléter aussi avec un petit retour sur ce qu'il fait au niveau des réglementations, des lois sur ce sujet. Donc voilà, on voit que techniquement, on sait faire. Est-ce que ça se fait peut-être pas encore complètement assez ou autant qu'on le voudrait? Faut savoir, c'est vrai qu'il y a un objectif de valorisation de 70% des déchets du BTP en général au niveau national. Faut savoir qu'aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près atteint cet objectif, mais on compte dans la valorisation des déchets du BTP le fait d'envoyer des déchets en tant que remblais de carrière. Donc voilà, on peut s'interroger, est-ce que c'est vraiment de la valorisation en matière de juste faire du remblai de carrière? Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Et donc là, très récemment, il y a eu en début d'année la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire qui avait pas mal de dispositions pour le BTP et notamment l'obligation sur toutes les grandes opérations de construction et de rénovation de faire un diagnostic qui, avant c'était un diagnostic déchets et maintenant il faudra faire ce qu'on va appeler un diagnostic produits, matériaux, ressources ou produits, matériaux, déchets, je ne sais plus lequel c'est exactement, donc qui est censé vraiment plus pouvoir identifier qu'est-ce qu'on peut réutiliser. Donc ça, c'est vraiment des pas pour s'améliorer sur ce sujet-là. Par contre, ces diagnostics vont théoriquement être obligatoires, mais il n'y aura pas de sanctions s'ils ne sont pas faits, pour le moment. Donc, il y a des questions qui se posent là-dessus. Enfin, il y a le décret d'application qui a été soumis à consultation et d'ailleurs il va falloir qu'on regarde ça dans le détail, mais c'est toujours intéressant de voir à quelle vitesse ça se met en place, même quand techniquement on sait faire, quoi. Merci Emmanuel. Et peut-être une dernière question d'Alexis Cotonnet qui demande si la question de la gestion des terres d'excavation a été traitée. Oui, alors en fait, sur le site, ils n'en ont pas assez des terres d'excavation, en vérité. Parce qu'il y avait des dénivelés liés, par exemple, il y avait un terrain de foot, donc ils avaient excavé, je pense, quand ils ont fait le terrain de foot. Et par rapport au terrain naturel qu'ils vont reconstituer, il manquait en fait de terres d'excavation. Donc, ce n'était pas un problème sur ce chantier particulier, la gestion des terres d'excavation. Mais sinon, c'est toujours une question. On voit sur le Grand Paris, dans tous les chantiers du Grand Paris, qu'est-ce qu'on fait des terres d'excavation? C'est une vraie question qui n'est pas toujours traitée. Enfin, ou alors, on les met, on va boucher des carrières, oui. Eh bien, merci, merci Jean-Michel, merci Hélène et merci Emmanuel pour cette conférence très intéressante. J'espère qu'elle a plu à tous les participants. Je vous souhaite une bonne journée et puis c'est la fin du coup de cette semaine européenne de réduction des déchets. Donc, merci à tous d'y avoir participé. Merci, au revoir. Merci. Merci.